Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe sur la fonction de zeta. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux valeurs exceptionnelles de la fonction de zeta. Alors, j'ai écrit ici nos deux plus gros outils, qui sont la connaissance de l'équation fonctionnelle de la fonction de zeta. Alors ça, c'est valable pour tout complexe S, sauf éventuellement aux endroits où il y a des pôles. Cette chose-là qu'on avait démontrée il y a maintenant quelques vidéos, qui nous donne la valeur de zeta aux entiers pairs positifs. Donc, qu'est-ce que j'entends par valeur exceptionnelle de la fonction de zeta? D'abord les pôles. On va s'intéresser aux pôles de la fonction de zeta. Et en fait, on avait vu que le seul pôle éventuel de la fonction de zeta se trouvait en S égale 1. Et on va montrer qu'en S égale 1, il y a effectivement un pôle, qu'il est simple et de résidu 1. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, zeta, c'est 1 sur S-1, au voisinage de 1. Enfin, au voisinage de S égale 1. Et de la même manière, on va s'intéresser aux zéros de la fonction de zeta. Alors les zéros de la fonction de zeta, je vous rappelle qu'il y a cette fameuse histoire de bande critique entre partie réelle de 0, partie réelle égale 0 et partie réelle égale 1, et que entre ces deux droites-là, on sait pas grand-chose sur les zéros. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux zéros en dehors de cette bande-là. On va en particulier mettre en évidence les fameux zéros triviaux de la fonction de zeta. Donc triviaux, jusqu'à un certain point, parce qu'il nous a fallu pas mal de travail pour en arriver là. Et puis on va voir qu'en fait, il n'y a que cela en dehors de la bande. Et évidemment, on va pas, pour l'instant, démontrer quoi que ce soit sur les zéros qui se trouvent dans la bande critique. On fera ça éventuellement dans un prochain épisode. Donc ça, c'est les zéros. Et ensuite, les valeurs exceptionnelles. Ce que j'entends comme par valeur exceptionnelle, c'est un peu plus un fourre-tout. C'est des jolies valeurs de la fonction de zeta. Donc, on a déjà calculé les zeta des entiers positifs, et puis des entiers, positifs pairs. Et on va ici aussi calculer les valeurs des entiers négatifs, pairs ou impairs. Voilà, donc c'est ça le programme d'aujourd'hui. Donc, première étape, les pôles. Les pôles de la fonction de zeta. Donc, on a déjà vu, et c'était, il me semble, il y a 2 ou 3 vidéos, que c'était dans la vidéo sur le prolongement méromorphe de la fonction de zeta, que les seuls pôles éventuels de zeta sont en S égale 1. Autrement dit, il y a 0 ou 1 pôle, et s'il y a un pôle, c'est qu'il est en S égale 1. Donc on va montrer que S égale 1, c'est effectivement un pôle. Alors comment on va faire? On va prendre S strictement supérieur à 1, réel. Donc pour simplifier, je prends des nombres réels, ça me simplifie un petit peu la vie. Et on va regarder zeta de S moins 1 sur S moins 1. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que cette chose-là, c'est borné quand S tend vers 1. Alors pourquoi cette chose-là, c'est pertinent et pourquoi c'est suffisant à montrer que zeta a un pôle en S égale 1 simple et de résidu 1, c'est-à-dire un pôle de cette forme-là. Pourquoi il suffit de montrer que ce truc-là c'est borné à droite de 1, au voisinage de 1? Essentiellement parce que cette chose-là, cette fonction-là, c'est une fonction méromorphe. C'est une fonction méromorphe au voisinage de 1 parce que vous avez que des fonctions méromorphes. Donc une fonction méromorphe au voisinage de 1, soit ça a un pôle, soit ça n'a pas de pôle. Si ça a un pôle, ça tend vers plus l'infini. Mais nous, on va montrer que c'est borné. Donc ça peut pas tendre, c'est borné à droite de 1 sur un petit voisinage sur l'axe réel. Donc ça peut pas tendre vers plus l'infini quand S tend vers 1. Donc c'est qu'il n'y a pas de pôle. Donc c'est que cette fonction-là, donc toute cette fonction-là, est méromorphe sans pôle en 1, c'est-à-dire holomorphe au voisinage de 1. Et donc ça vous montrera précisément que le développement de Laurent de zeta en S égale à 1, il commence par 1 sur S moins 1, et après il y a des termes holomorphes. Donc A0, A1 fois S-1, etc. Donc ça vous montrera exactement que zeta a un pôle d'ordre 1, donc ça correspond à la puissance 1 ici, et de résidu 1, ça correspond au 1 qui est là-haut, en S égale à 1. Ok, donc c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que ce truc-là est borné quand S tend vers 1 par les valeurs réelles supérieures. Alors comment on fait ça? Ça on va écrire tout simplement que c'est la somme pour n variant de 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance s, et je vais setup tout de suite une comparaison série intégrale. Donc j'ajoute l'intégrale, qui est pertinente pour moi,
Et je vais remarquer tout de suite qu'en fait cette intégrale, bon, bah, on va tout de suite la calculer pour voir à quoi ça ressemble. Il faudra éventuellement ajouter des termes pour compenser, hein, pour qu'il y ait bien égalité ici. Mais si on calcule tout de suite cette intégrale, bah, on constate que une primitive de 1 sur x puissance s, c'est donc x puissance 1 moins s sur 1 moins s, et on évalue ça entre 0 et plus l'infini. Mais en plus l'infini, comme s est plus grand que 1, ce truc-là, ça tend vers 0, tout simplement. Donc il reste juste le terme en x égale 1, qui correspond à donc moins, puisque c'est le bas de, ça c'est la borne du bas, moins 1 sur 1 moins s, c'est-à-dire 1 sur s moins 1. Ah, surprise, donc finalement ce truc-là c'est bien égal à 1 sur s moins 1, donc ici, il y a bien égalité. Ok, on continue la comparaison série intégrale, et on écrit que le membre qui nous intéresse est égal à la somme, pour n variant de 1 à plus l'infini, de l'intégrale entre n et n plus 1, et là, j'ai découpé cette intégrale-là en une infinité de petits bouts d'intégrale, de 1 sur n puissance s, moins 1 sur x puissance s. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour rentrer le 1 sur n puissance s dans l'intégrale? Bah, essentiellement en disant que comme l'intégrale a lieu sur un segment de longueur 1, l'intégrale de 1 sur n puissance s sur un segment de longueur 1, bah, comme c'est une constante, c'est juste égal à 1 sur n puissance s fois la longueur du segment, c'est-à-dire 1 sur n puissance s. Ok, donc c'est très bien. Donc maintenant, si je passe tout ça au module, je vais tout de suite mettre une inégalité triangulaire, et je peux écrire que cette chose-là, en réduisant au même dénominateur, c'est la somme des intégrales de module de x puissance s moins n puissance s sur n puissance s, x puissance s, dx, et ici j'ai un module. Ok, mais donc ce truc-là, n puissance s, x puissance s, comme x est entre n et n plus 1, ça va être plus grand que n puissance 2s, et donc quand on passe à l'inverse, l'inverse est plus petit que 1 sur n puissance 2s, et donc cette chose-là, je peux le majorer par la somme pour n variant de 1 à plus l'infini. Donc je majore je minore le dénominateur par n puissance s fois n puissance s, donc j'obtiens 1 sur n puissance 2s, l'intégrale entre n et n plus 1 de module de x puissance s moins n puissance s dx. Ok, mais ce truc-là, bon bah par accroissement fini, ok, vous savez que c'est plus petit que la longueur du segment sur lequel on fait la différence. La longueur sera majorée par 1 de toute façon, c'est plus petit que 1 fois le maximum de la dérivée. Donc la dérivée, c'est la dérivée de x puissance s, c'est s x puissance s moins 1. Donc là j'utilise des notations un peu brouillon, hein, mais ce qui compte c'est qu'on se comprenne. Et donc, cette dérivée-là, sur cet intervalle-là, elle est majorée par s fois n plus 1 puissance s moins 1. Okay, donc là, j'ai utilisé les accroissements finis pour majorer cette différence-là. Okay, et donc l'intégrale entre n et n plus 1 de ce truc-là qui est constant, vous pouvez juste le majorer par ce truc-là qui est constant. Et donc, on obtient la somme pour n variant de 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance 2s fois s n plus 1 puissance s-1. Je me suis pas trompé, non, ça a l'air bon. Ok, je vais sortir un n ici. Donc, il reste cette chose-là, n puissance s-1 sur n puissance 2s, s, et ici 1 plus 1 sur n puissance s-1. Ok, ce truc-là, sa plus grande valeur, elle est atteinte en n égale 1, donc on peut le majorer par la valeur en n égale 1, c'est-à-dire 2 puissance s-1. Il reste la somme pour n variant de 1 à plus l'infini de ce terme-là, et ce terme-là qui vaut exactement 1 sur n puissance s plus 1. Et donc cette chose-là, comme s est plus grand que 1, c'est plus petit que zeta de 2. Hein, vous voyez que le maximum est atteint en s égale 1, et donc tout ça, toute cette somme-là, c'est plus petit que la somme des 1 sur n carré, c'est-à-dire zeta de 2. Et donc ça, c'est plus petit que cette chose-là. Et donc vous voyez que cette chose-là est bornée sur, par exemple, un 2 ouvert. Ok, donc cette fonction-là. Mais elle est holomorphe. Cette fonction-là, pardon, elle est méromorphe. Et méromorphe, ok, elle est méromorphe au voisinage de S égale 1. Et si elle avait un pôle, je vais l'appeler F, si F avait un pôle
en S égale 1, alors on aurait que module de f tend vers plus l'infini quand S tend vers 1. Ça, c'est essentiellement la définition d'un pôle qu'on avait donné dans la toute première vidéo sur les fonctions méromorphes. Donc si f avait un pôle en S égale 1, alors on aurait cette chose-là, mais ceci contredit. Ça contredit quoi? L'assertion étoile, qui est cette assertion-là. Donc c'est pas possible, et donc finalement, f est méromorphe en, on va dire au voisinage de S égale 1, sans pôle en S égale 1, et donc finalement, f est holomorphe au voisinage de S égale 1. Et donc finalement, vous avez que zeta S moins 1 sur S moins 1, cette chose-là, au voisinage de S égale 1, vous pouvez l'écrire comme A0 plus A1 fois S moins 1 plus A2 fois S moins 1 carré, etc. Et donc finalement, vous passez le 1 sur S moins 1 de l'autre côté, donc ça vous fait cette chose-là. Et donc, vous avez que zeta est méromorphe au voisinage de S égale 1, avec un pôle simple. Donc ce que j'appelle pôle simple, c'est qu'il n'y a pas de puissance plus grande que 2 dans les négatifs. Donc c'est juste un 1 sur S-1, et il n'y a pas de puissance, c'est pas 1 sur S-1 au carré par exemple. Avec un pôle simple en S égale 1, de résidu égale à 1. Et le résidu, c'est le terme qui est là. Donc voilà ce qu'il y en a des pôles. Et en fait, c'est le seul pôle. C'est le seul pôle de zeta, puisque ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur le prolongement méromorphe de zeta. On avait vu avec l'expression sous forme d'une intégrale que s'il y avait un pôle de zeta, alors il était en S égale 1. Donc voilà pour ce qu'il y en a des pôles. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au contraire des pôles, c'est-à-dire les zéros. Ok, donc maintenant qu'on s'est intéressé aux pôles de la fonction zeta, on va regarder un peu de plus près ces zéros. Alors, pour étudier les zéros de la fonction de zeta, le truc vraiment utile pour nous, ça va être cette fameuse équation fonctionnelle. Parce que, si je récapitule un petit peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, on avait montré en utilisant le produit eulerien que sur toute cette partie-là du plan, donc je vais préciser les axes après, ici c'est 1 et ici c'est 0, on a montré que sur toute la partie en rouge du plan, zeta ne s'annule jamais sur cette partie-là. On a montré ce truc-là pour partie réelle de S strictement plus grand que 1. Sur la droite, partie réelle égale à 1, on ne sait rien pour l'instant. Donc, bon, ce demi-plan-là, il est envoyé par 1 moins S sur ce demi-plan-là. Je vais tracer en rose. Donc, la connaissance du fait que zeta ne s'annule pas ici, ça va nous donner des informations sur les zéros de zeta ici. Et pour ça, regardons de près ce que nous dit l'équation fonctionnelle. Donc on prend S dans l'ensemble des complexes de parties réelles strictement négatives, okay, donc c'est-à-dire la partie en rose ici, et on va regarder à quelles conditions zeta de S égale 0. Bon, si on reprend un petit peu tout ça, on voit que zeta de S égale 0 si un de ces facteurs-là s'annule, a priori. Bon, il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pôle qui puisse venir compenser les choses, mais en fait, si partie réelle de S est strictement négative, on a partie réelle de 1 moins S qui est strictement plus grande que 1, et donc ce truc-là n'a pas de pôle, parce que le seul pôle il est en 1, et ce truc-là n'a pas de pôle, puisqu'on sait que les pôles de la fonction gamma, c'est les entiers négatifs. Donc tout va bien, cette chose-là, c'est carrément holomorphe pour partie réelle de S strictement négative, et en fait chacun des termes est holomorphe, c'est ça qui va nous être utile. Donc, zeta de S égale 0, si et seulement si, un de ces trucs-là arrive. Zeta de 1 moins S égale 0, gamma de 1 moins S égale 0,
2pi puissance s-1 égale 0 ou sinus de pi s sur 2 égale 0. Alors il y en a pas mal qui sont interdits. Celui-là, θ de 1 moins s égale 0, c'est pas possible, essentiellement parce qu'on a montré la dernière fois que sur le demi-plan en rouge, zeta ne s'annulait pas. Donc ça, c'est mort. Ça aussi, c'est mort, parce que, donc le troisième là, c'est mort parce que 2pi puissance s-1, c'est l'exponentielle de s-1 fois logarithme de 2pi. L'exponentielle ne s'annule pas, donc ce truc-là, ce sera toujours non nul. Donc ça, c'est mort aussi. Gamma. Gamma, qu'est-ce qu'on sait de gamma? Gamma de 1 moins s égale 0, ça implique des choses. Gamma de 1 moins s égale 0, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Parce que si j'écris gamma de 1 moins s égale 0, je sais que gamma de 1 moins s fois gamma de s, c'est égal à pi sur sinus de pi s. Ok? Donc ça, c'est l'équation fonctionnelle de gamma, qu'on avait démontré dans la vidéo sur la fonction gamma. Donc, si gamma de 1 moins s égale 0, pour que cette équation reste valide là, comme cette chose-là, de toute façon, ça s'annulera pas, il faut, pour compenser, que ce truc-là soit un pôle. Donc ça implique que gamma de s égale plus l'infini. Donc module de gamma de s égale plus l'infini. Alors évidemment là j'utilise des notations un petit peu ambiguës, mais ce que ça veut dire ça, c'est que s est un pôle pour la fonction gamma. Okay, mais les pôles pour la fonction gamma, on les connaît, ça implique que s c'est 0, moins 1, moins 2, etc. Et donc ça implique que s c'est 1, 2, 3, etc. Pardon, que 1 moins s, excusez-moi, c'est 1, 2, 3, enfin c'est un entier naturel, quoi. Un entier naturel strictement positif. Mais gamma de n, vous savez que c'est n-1 factoriel si n est un entier strictement positif. Donc en particulier, c'est non nul. Et donc finalement, gamma de 1 moins s, si gamma de 1 moins s égale à 0, on en déduit que 1 moins s est un entier naturel strictement positif, et ça mène à une absurdité, parce qu'on sait que gamma ne s'annule pas en les entiers strictement positifs. Et donc cette chose-là, pareil, c'est mort. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste cette possibilité-là. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que S est un entier pair. Et donc finalement, on a montré que l'ensemble des points où zeta s'annule sur ce demi-plan-là, c'est l'ensemble des entiers pairs. Et donc finalement, on a le résultat suivant. On a montré que pour tout S dans l'ensemble des complexes tels que partie réelle de Z est strictement négatif, ou partie réelle de Z est strictement plus grand que 1, puisqu'on connaît aussi les zéros sur ce demi-plan-là. Donc c'est-à-dire, en gros, pour tous les complexes qui ne sont pas dans la fameuse bande critique, on a zeta de S égale 0, équivalent à S appartient à 2Z, et S est un entier strictement négatif. Okay. Donc finalement, ça c'est juste dire que S c'est moins 2, ou moins 4, ou moins 6, etc. Et c'est ça les fameux zéros triviaux. Alors, le terme trivial ici, il faut le prendre évidemment avec des pincettes, parce que on a quand même pas mal travaillé pour arriver à montrer que ces trucs-là étaient des zéros. Et en fait, c'est les seuls zéros de la fonction zeta qui ne sont pas dans la bande critique. Et donc, là, les zéros de la fonction de zeta, je vais les mettre en rose comme ça. Donc on a moins 2, moins 4, moins 2, moins 4. Ici, il y a moins 3 qui n'est pas un 0. Ici, il y a moins 1. Et on sait qu'on a un pôle, que je vais mettre en rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le rouge et le rose, j'espère. Qui est en 1. Et ici, on a notre fameuse zone d'incertitude. On ne sait pas du tout ce qu'il y a. Voilà, donc c'est tout pour les zéros et les pôles de la fonction zeta. C'est les fameux zéros triviaux. Alors, ici, en 2,
on connaît bien la fonction de zeta, pi carré sur 6. En 3, on connaît pas. En 4, on connaît bien. En 5, on connaît pas. En 6, on connaît bien, etc. On connaît bien sur les entiers pairs. Donc maintenant, et on sait que sur les entiers impairs, sur les entiers positifs impairs, c'est un peu mort. Donc maintenant, ce qui nous reste à regarder, c'est éventuellement les entiers négatifs impairs. Et ça, on va voir qu'on peut avoir effectivement des expressions closes. Donc ça nous amène au point 3, valeur de zeta de moins 2n plus 1. Où ici, n est un entier naturel. Donc en gros, les points qui nous intéressent, c'est ceux-là. Ici, il y a moins 5, etc. Donc c'est ces points-là qu'on cherche à mettre en évidence. Bon, regardons tout de suite ce que nous dit l'équation fonctionnelle. C'est sans doute le plus simple. Donc je rappelle l'équation fonctionnelle, c'est 2 de pi puissance s moins 1, zeta de 1 moins s, gamma de 1 moins s, sinus de pi s sur 2. Ok, mettons brutalement cette chose-là dedans. Et donc on a que zeta de moins 2n plus 1, c'est égal à 2 fois 2pi puissance, donc ça va nous donner moins 2n plus 2. Ok, zeta de 1 moins cette chose-là, c'est-à-dire juste 2n plus 2. Ah, ça sent bon parce qu'on a un 2pi puissance moins 2n plus 2, on a ce zeta de 2n plus 2, on sait que c'est un multiple rationnel de 2pi puissance 2n plus 2. Donc ces trucs-là vont en partie s'annuler. Ok, gamma de 2n plus 2, ça on connaît, c'est juste une factorielle. Et sinus de, donc il va nous rester pi, alors je vais écrire moins pi sur 2 fois 2n plus 1. Ok, donc là il va y avoir un petit peu de travail. Et la première chose à faire, ça peut être de remplacer tout de suite zeta de 2n plus 2 par son expression qu'on a calculée il y a quelques vidéos. Alors je rappelle son expression, hein. Donc c'est moins 1 puissance n, pardon, moins 1 puissance n, 2pi puissance 2n plus 2, b indice 2n plus 2, donc ça c'est le nombre de Bernoulli, hein, sur 2 fois 2n plus 2 factoriel. Gamma de 2n plus 2, qu'est-ce que c'est? Ça c'est 2n plus 1 factoriel, qui a toujours ce petit décalage auquel il faut faire attention. Et sinus de moins machin, c'est moins sinus de machin. Et ici on a affaire à sinus de pi n plus pi sur 2. Ok, sinus de pi n, vous savez que c'est moins 1 puissance n. Et donc il nous reste 2 fois, ça et ça s'annule, c'est super. Ça et ça s'annule quasiment, c'est super. Donc ça nous fait un 1 sur 2n plus 2. Le 2 ici, on va le mettre en bas, mais il s'annulera avec celui-là, donc ça c'est cool. Moins 1 puissance n, b 2n plus 2. Et il nous reste fois moins 1 du coup. Et sinus de pi n, c'est moins 1 puissance n fois sinus de pi sur 2 qui fait 1. Ok, donc il y a plein de choses qui disparaissent, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît, et donc il nous reste juste moins b, indice 2n plus 2, sur 2n plus 2. Et donc on a montré le résultat suivant. Pour tout n dans grand N, zeta de moins 2n plus 1 est égal à moins b, indice 2n plus 2, sur 2n plus 2. Et ce truc-là, c'est le nombre de Bernoulli. Donc voilà, on commence à connaître pas mal de choses sur la fonction de zeta. Si je récapitule un petit peu, que je fais un petit dessin, ici il y a 1, ici il y a 0, ici la bande d'incertitude qu'on ne maîtrise pas du tout, et ici, déjà 2, 3, 4, 5. Ici, on connaît des trucs, ici, on connaît des trucs en 2, en 4. Ici, en gros, on connaît les valeurs, c'est des multiples de pi à une puissance fois un rationnel. En 1, on sait qu'il y a un pôle. Ensuite, là, c'est le mystère absolu. Ensuite, vous avez les entiers négatifs pairs. Donc, moins 2, moins 4, donc strictement négatif. Hein. Moins 6. Ça, vous savez qu'il y a des zéros, que je vais mettre en rose. Et ensuite, on connaît la valeur de zeta aussi en moins 1, en moins 3, en moins 5, en moins 7, etc. Il reste le 0.
qu'on n'a pas du tout traité, sur lequel en fait on sait des choses, et ça je vais vous le laisser en exercice pour le coup. Donc l'exercice, ça va être de montrer que zeta de 0, c'est égal à moins 1,5. Alors évidemment, vous pouvez vous lancer dans l'utilisation de l'équation fonctionnelle, zeta de s égale 2pi puissance s moins 1 fois 2 fois zeta de 1 moins s gamma de 1 moins s sinus de pi s sur 2. Mais le problème avec ça, c'est que si vous faites s égale 0 là-dedans, vous avez un pôle ici. Donc pour le coup, il va falloir être plus précis que ça et utiliser la connaissance que vous avez sur le fameux pôle de zeta en s égale 1. En particulier le fait que vous connaissez son ordre et son résidu, et en utilisant un peu ce que vous savez d'autre sur les autres fonctions qui apparaissent, vous allez arriver normalement à cette égalité-là, que je ne vais pas démontrer ici. Et enfin, la dernière petite remarque que j'aimerais bien faire avant de clôturer cette vidéo, c'est de reprendre cette équation-là et de mettre n égale 0 dedans. Dans ce cas-là, on trouve que zeta de moins 1, c'est égal à moins b2 sur 2. Et en fait, B2, si vous voulez évaluer, vous trouvez que B2, c'est 1 sur 6. Et donc vous obtenez ici le fameux moins 1/12 qu'on voit partout sur Internet. Donc en gros, ça vient de cette histoire-là. Ça vient du fait que zeta de moins 1, c'est égal à moins 1/12, effectivement. Et donc là, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que zeta de moins 1, ce n'est évidemment pas la somme pour n variant de 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance moins 1, tout simplement parce que cette somme diverge. Mais en revanche, si vous regardez cette somme-là, pour un S de partie réelle plus grande que 1, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une unique façon de prolonger cette chose-là de manière méromorphe à tout le plan complexe, et que ce prolongement méromorphe, en la valeur moins 1, il prend la valeur moins 1/12. Évidemment, ça ne veut pas du tout dire que cette somme-là des entiers naturels vaut moins 1/12. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ce genre d'affirmation, mais le moins 1/12, évidemment, ne sort pas non plus de nulle part. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.